Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est avec une très grande fierté que je reçois mon compatriote Patrick Mbeko à l'occasion de la sortie de son 6e livre, Rwanda, malheureux vaincu. Patrick Mbeko, c'est un analyste politique brillant qui fournit un travail en profondeur et avec froideur. Ce livre, dont la République démocratique du Congo et l'Afrique ont largement besoin, notamment pour comprendre la genèse de ce que nous vivons depuis plus de 30 ans dans le 2e plus grand pays du continent, le pays qui a le plus gros potentiel en matière de ressources naturelles, un pays qui regorge de ces minerais qui sont absolument indispensables à l'industrie de l'armement, à l'industrie des nouvelles technologies. Et on le rappelle, le Congo abrite 60 à 80% des réserves mondiales de coltan. Ce nouveau livre de Patrick Mbeko, c'est 900 pages qui décortiquent des documents, des enquêtes. Il est rempli d'informations confidentielles et d'analyses. Merci beaucoup Patrick Mbeko d'être avec nous. Merci beaucoup pour ton temps. Tu es analyste politique congolais, tu travailles sur la question du Congo depuis de très longues années. Tu as déjà écrit plusieurs livres sur le sujet. Mais ce livre-ci, cet ouvrage, il est différent des autres en termes de démarche. La différence entre ce livre et les bouquins que j'ai écrits précédemment est que dans ce livre, j'ai voulu faire un travail de construction, en fait. Je l'ai fait dans d'autres bouquins. J'ai expliqué un peu les enjeux géopolitiques et stratégiques auxquels la région des Grands Lacs est confrontée. Donc, j'ai expliqué plusieurs de ces enjeux. Mais ici, je suis revenu sur le drame rwandais sous un autre angle parce que je me suis quand même rendu compte qu'il y avait un regard porté sur les événements au Rwanda, mais aussi dans la région des Grands Lacs et particulièrement en RDC, qui était très lié à la lecture qu'on avait des événements survenus au Rwanda en 1994. Et le narratif officiel, le narratif officiel n'a jamais été véritablement questionné. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu des travaux par le passé, hein. Je l'ai dit moi-même, il y a des auteurs comme Pierre Péan, Charles Onana, Jody River qui ont présenté des éléments qui permettent de questionner le narratif. Mais moi, j'ai voulu comprendre comment ce narratif a été construit et comment est-ce que ce narratif influence la perception que l'on a de tous les enjeux relatifs au génocide, mais aussi aux crimes qui se commettent au Congo. Et à partir de ce moment-là, il fallait faire un travail de déconstruction systématique de tout ce qui avait été fait sur le Rwanda et sur la région des Grands Lacs depuis 1990. Et c'est ce que j'ai fait dans ce bouquin. C'est ce qui le rend aussi un peu particulier avec ces 900 pages. Ouais. C'est un travail qui est vraiment titanesque. Tu décryptes énormément de choses dedans. Ce livre, ça va devenir une véritable encyclopédie, un livre d'histoire même. Mais ça va surtout devenir en réalité un outil pour la justice. C'est cette justice qu'on attend, cette justice qui est en train d'arriver, cette justice qu'on réclame depuis toutes ces années. Je pense que l'histoire est en perpétuel mouvement, si je peux dire ça comme ça. On ne cesse d'apprendre et l'histoire n'arrête pas de nous apprendre des choses aussi. Et je dis dans l'introduction du livre que je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris, mais je crois avoir compris l'essentiel. En tout cas, l'approche que je propose va au moins permettre de questionner le narratif officiel de manière très profonde et de manière très rigoureuse. C'est le premier livre, je crois, qui questionne non seulement ce narratif-là, mais aussi les personnes qui ont été à l'origine du narratif officiel, qui questionnent tout ce qui a été présenté comme étant des documents de référence sur le Rwanda. Je vous donne un exemple. Vous avez un livre, un rapport de 1000 pages produit par Human Rights Watch et la Fédération internationale des droits de l'homme, la FIDH, qui s'intitule « Aucun témoin ne doit survivre ». C'est un rapport sur le génocide rwandais. Je questionne ce travail-là, ce document, ce rapport, qui est cité dans pratiquement tous les procès sur le génocide rwandais. Oui, comme rapport de référence sur le génocide rwandais. Ce document est cité dans pratiquement tous les procès à travers le monde, y compris au TPIR en son temps, le Tribunal pénal international pour le Rwanda. Il est cité dans beaucoup d'études académiques. Donc quand on décrit, quand on explique le génocide, on se réfère à ce rapport. Et moi, je déconstruis, je montre que ce rapport en lui-même est problématique. Et j'essaie d'analyser la manière dont il a été rédigé, dans quel contexte et par qui. Quels sont les auteurs qui ont contribué à imposer le narratif officiel à travers ce document. Et donc, je fais ce travail de déconstruction. Dans ce livre, tu déconstruis beaucoup de faits qui sont érigés en vérité.
Tu déconstruis notamment ce fameux rapport de Human Rights Watch, mais aussi le rapport du clerc, enfin si on peut appeler ça un rapport évidemment. Tu déconstruis aussi la façon dont les gacaca ont fonctionné. On rappelle que les gacaca, ce sont ces tribunaux ancestraux rwandais populaires dont les informations ont été utilisées comme élément de preuve au niveau des instances internationales dans les procès sur les événements qui ont eu lieu au Rwanda en 1994. Moi, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que, depuis la fin de la guerre civile au Rwanda et des guerres successives, bon, le Congo connaît toujours un conflit de basse intensité sanglant. Maintenant, il est de haute intensité depuis la résurgence du M23. Mais moi, je voulais comprendre pourquoi est-ce que l'opinion publique mondiale, y compris ce qu'on appelle la mal nommée communauté internationale, avait cette perception des événements qui surviennent dans cette région-là depuis 1994. Et c'est en voulant comprendre cette perception biaisée que j'ai interrogé la manière dont le récit a été construit et quels sont les mécanismes de construction de ce récit officiel. Et une fois qu'on comprend ça, on essaie d'analyser comment les gens interprètent les événements et comment est-ce qu'ils les présentent. Comment est-ce qu'ils les interprètent dans les tribunaux, dans les cours et tribunaux. D'abord aux Nations Unies, au TPIR, puis dans les juridictions occidentales, ici où il y a plusieurs procès liés au génocide rwandais, et même par des agences comme Interpol, ou même dans les universités. Parce que si on ne comprend pas comment le génocide est perçu, comment l'histoire a été construite et comment l'histoire officielle est perçue, on ne comprend pas le comportement des gens vis-à-vis des événements liés à cette tragédie. Et donc, parmi les choses que je déconstruis, il y a bien entendu le rapport que nous avons cité de Human Rights Watch et de la FIDH, mais il y a aussi, j'essaie d'expliquer comment le rapport du clerc a été rédigé, l'historien français qui a été désigné par Emmanuel Macron pour produire un rapport sur le rôle de la France au Rwanda. Donc on s'aperçoit très rapidement que cet historien d'abord qui ne savait rien de la région des Grands Lacs parce que c'est un expert de l'affaire Dreyfus. Donc on ne comprend pas comment il s'est retrouvé à travailler sur la région des Grands Lacs et comment il arrive à produire un rapport qui est en fait bancal dans la mesure où les conclusions du rapport qui a été rédigé par lui-même, Vincent Duclercq, et non par le collège d'historiens qui a été rassemblé pour rédiger le rapport. Donc le rapport, les conclusions ont été rédigées par Duclercq lui-même qui a une compréhension très problématique des événements survenus au Rwanda. En témoigne d'ailleurs son livre qui est sorti et qui reprend en narratif des éléments de l'histoire qui ne résistent pas à la réalité, à la vérité des faits. Donc vous avez de ce côté-là, vous avez au niveau du TPIR les jugements pour le moins ubuesques dans les dossiers du génocide. Par exemple, on va condamner M. Théoneste Bagosora, qui était désigné comme étant le cerveau du génocide. On va le condamner pour génocide, crime contre l'humanité, mais il va être acquitté du chef d'entente en vue de commettre le génocide. Bien entendu, ce chef d'entente, là, ce chef d'accusation est distinct du chef de génocide. Il n'en demeure pas moins que ce type de jugement interroge sur la manière dont les événements du Rwanda ont été intériorisés par les tribunaux, par les professionnels de la justice. Je relève un cas important. Si vous prenez le premier procureur du tribunal pénal international pour le Rwanda, le juge Goldstone, il dit, nous, notre rôle, c'est de juger le génocide. Mais c'est quoi juger le génocide? Ça ne veut rien dire du tout. Or, quand on dit juger le génocide dans l'entendement de ce juge et de ce procureur ou de ce juge-là, et de la plupart des professionnels de la justice, juger le génocide veut dire juger les crimes qui ont été perpétrés contre les Tutsis. Et non juger les crimes qui ont été perpétrés au Rwanda. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance, parce qu'au Rwanda, il y a des victimes Tutsis, Hutus et Tois, il y a des bourreaux, Tutsis et Hutus, parce que les Tois sont ultra minoritaires et marginalisés. Donc voilà. Ils existent encore, les Tois? On se pose la question, mais je crois qu'ils sont extrêmement minoritaires. Donc ils sont quasiment inexistants aujourd'hui. Alors, quand on part de la prémisse qu'on va juger les crimes perpétrés uniquement, essentiellement contre les Tutsis, on passe à la déchiqueteuse de la justice, les crimes perpétrés contre les Hutus par les Tutsis. Or, c'est dans cette optique que le tribunal va juger les affaires liées au génocide, de sorte qu'à la fin du tribunal, à la fermeture du tribunal en 2015, aucun Tutsi du Front patriotique rwandais de Paul Kagame ne sera jugé. Exact. Il y a eu des tentatives d'enquête. La procureure Carla Del Ponte a ouvert des enquêtes spéciales contre les membres de l'armée de Kagame. Elle a été évincée de son poste par les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont quand même des acteurs importants des événements survenus au Rwanda. On le sait, tout ce qui arrive ne pourrait pas être articulé comme ça, ne pourrait pas se produire s'il n'y avait pas l'organisation, le financement de puissances impérialistes derrière, comme les États-Unis,
comme le Canada, mais toi qui travailles de façon froide et qui décortique les faits, est-ce qu'au sortir de la réalisation de ce livre-ci, et de manière générale de tes recherches, ce lien clair entre Paul Kagame, Museveni et les mains des puissances occidentales et leurs intérêts demeure tout aussi clair? C'est très clair parce que les Américains le disent aussi. Lorsqu'on pose la question en 1998 à un membre du département d'État sur le soutien apporté par les États-Unis au Rwanda, celui-ci répond en disant que Washington considère Kagame comme un excellent stratège militaire autour duquel il a été décidé de promouvoir la stabilité de la région, autrement dit aussi, par extension, disons, les intérêts états-uniens. Quand vous lisez la littérature anglo-saxonne, elle est quand même assez différente de la littérature francophone. Et les Américains, certains responsables américains... Sur son détour. Exactement. Ils ont été clairs sur le rôle attribué à Kagame dans le jeu de grande puissance. Vous avez parlé des raisons économiques, il y avait aussi des raisons géopolitiques parce que Kagame et Museveni émergent pratiquement à la fin de la guerre froide, au moment où les Américains décident de changer, de modifier le jeu d'alliance dans la région des Grands Lacs, un peu partout dans le monde, y compris dans la région des Grands Lacs, en se servant de Museveni qui venait de prendre le pouvoir en Ouganda avec le soutien de Kagame et de ses amis qui appartenaient à son armée. C'est qui après ont décidé d'envahir le Rwanda et qui par la suite vont bénéficier du soutien des États-Unis. Donc c'est ce soutien-là, c'est ce rôle de mandataire, de proxy qui permet de comprendre, et je le dis dans le livre, le silence entourant le crime de Kagame au Rwanda et par la suite au Congo. C'est aussi ce rôle-là qui permet de comprendre le traitement réservé à Carla Del Ponte lorsqu'elle a voulu faire la lumière sur les crimes de Kagame au Rwanda. L'Espagne a ouvert une enquête sur les crimes des hommes de Kagame contre des ressortissants espagnols au Rwanda et au Congo. Parce qu'il faut rappeler que Kagame, c'est un chapitre du livre qui s'intéresse au soutien diplomatique apporté au Rwanda dans les années 90. Lorsque le Kagame prend le pouvoir, il a quand même dans son placard plusieurs squelettes. Les assassinats des ressortissants, pas seulement des Rwandais, mais aussi des ressortissants occidentaux. Et donc, parmi ces ressortissants assassinés, il y avait des Espagnols et les Canadiens. Les Canadiens vont pratiquement rien faire, mais les Espagnols vont ouvrir une enquête sur les crimes perpétrés au Rwanda et en RDC. Ils vont enquêter pendant 10 ans. Et le juge espagnol Fernando Andreus va arriver à la conclusion que Kagame est impliqué non seulement dans l'attentat contre l'avion du président Habyarimana du 6 avril qui est l'élément déclencheur du génocide, mais aussi dans les crimes de masse dans la région des Grands Lacs, et particulièrement en RDC. Et le juge espagnol va lancer 40 mandats d'arrêt internationaux. Et lorsqu'il va lancer ce mandat d'arrêt, les Américains vont voir rouge et vont tout faire pour dissuader les Espagnols de poursuivre sur cette voie-là. Et donc, le représentant des États-Unis, un responsable américain, va organiser des rencontres entre les diplomates espagnols et les diplomates rwandais afin d'apaiser les tensions sur les mandats d'arrêt espagnols. Ils vont commencer par approcher les autorités espagnoles, demander aux diplomates espagnols de discuter avec les Rwandais pour apaiser les tensions entre le Rwanda et l'Espagne. Par la suite, ils ne vont pas donner suite au mandat d'arrêt émanant de l'Espagne, qui est un membre important du camp occidental, un allié important des États-Unis. Lorsque des officiers rwandais ont été arrêtés, par exemple en Grande-Bretagne et aux États-Unis, à cause des mandats d'arrêt émis par l'Espagne, ces deux pays ne les ont pas tout simplement exécutés. Dans le cas de la Grande-Bretagne, c'était l'arrestation du général Kareke Karenti, qui était à l'époque le patron des services secrets rwandais. Il a été arrêté à cause des mandats d'arrêt et il a été mis en détention pendant un moment. Il était défendu par l'épouse de l'ancien Premier ministre Tony Blair, qui était lui-même devenu à un moment donné le conseiller bénévole de Kagame. Et donc, c'est son épouse qui a défendu le chef de service secret rwandais, Kareke Karenti. Exactement, lorsque celui-ci a été appréhendé par la justice britannique. Et ce qui va se passer encore plus grave, parce que j'ai eu une discussion à ce moment sur ce dossier-là avec le procureur espagnol en charge du dossier. Et il m'a expliqué tout ce qui s'est passé. Ils étaient choqués de voir la justice britannique court-circuiter les mandats d'arrêt émis par l'Espagne. Il m'a même dit, écoutez, M. Mbeko, pour nous, la surprise était d'autant plus totale que la justice britannique était censée collaborer avec la justice espagnole sur l'extradition de Kareke Karenti en Espagne.
Et Karake Karanti est retourné chez lui sans être inquiété une seule fois. Vous allez aux États-Unis, vous avez un major qui avait été arrêté lui aussi à cause des mandats d'arrêt espagnols. Après quelques temps, il se retrouvait chez lui au Rwanda. Lorsque les Espagnols ont voulu comprendre ce qui s'est passé, les Américains leur ont dit qu'en fait, il n'était jamais passé par là. Alors que les médias rwandais disaient très clairement qu'il était aux États-Unis dans le cadre d'un stage à Fort Leavenworth, l'école militaire où Kagame a étudié aussi. Donc, ça vous donne une idée de l'impunité assurée aux hommes de Kagame par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour des raisons faciles à comprendre, qui sont géopolitiques, mais aussi et surtout économiques. Est-ce que ce serait encore possible d'agir comme ça, Patrick, 30 ans après, en cachant des documents, en éliminant des témoins, en créant des narratives mensongères, avec l'émergence des réseaux sociaux, avec l'accès beaucoup plus facile à des rapports, à des personnes, etc. Oui, ben, je vous donne un exemple, puisqu'on parle de la justice. En France, il y avait une instruction sur l'attentat du 6 avril parce que 3 membres d'équipage français avaient été tués dans l'attentat. Il y a eu une enquête qui a été menée Donc les familles demandaient... Exactement. Il y a eu une enquête qui a été menée par les juges antiterroristes français Jean-Luc Bruguière à partir de 1998 qui a abouti à l'émission de 7 mandats d'arrêt contre des proches de Kagame. Mais par la suite, les successeurs de Bruguière vont s'arranger pour court-circuiter le dossier pour des raisons politiques. Et là aussi, je révèle ici pour la première fois les témoignages d'un juge français qui m'a expliqué comment son confrère, le juge Marc Trévidic, a court-circuité le dossier de l'attentat et pourquoi est-ce qu'il a été choisi pour court-circuiter le dossier de l'attentat. Nous sommes quand même en 2023-2024 là et on voit ce genre de pratique. Aujourd'hui, dans le dossier de l'attentat en France, on nous dit que la justice a statué qu'il y avait un non-lieu. Donc on ne sait pas qui a abattu l'avion du président Habyarimana alors qu'il est de notoriété publique. C'est un secret de polichinelle que c'est Kagame qui l'a abattu, en tout cas qui a donné l'ordre qu'on abatte cet avion-là. Et il s'en est d'ailleurs pas caché dans une interview accordée à un média britannique en 2006, je crois. Donc en France, on nous explique qu'on ne sait pas qui a abattu l'avion. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, par exemple, c'est que les Hutus qui sont soupçonnés d'avoir tué leur président pour perpétrer le génocide insistent, demandent avec l'énergie du désespoir que la lumière soit faite sur cet événement-là. Donc ça veut dire encore aujourd'hui qu'il y a de l'information qui peut nous être cachée très facilement pour des raisons qui sont faciles à comprendre. Et en plus, nous sommes à une époque où nous sommes inondés, c'est un flux d'informations incroyable aujourd'hui, nous sommes inondés par plusieurs informations quotidiennement. Donc il faut savoir les sélectionner pour comprendre, pour essayer de dissocier le vrai du faux, ce qui n'est pas toujours évident aussi. Il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Moi, c'est ce que j'ai pu comprendre en travaillant sur ce dossier, c'est que la justice peut être manipulée par n'importe qui, autant par les États dits autoritaires que par les États qui prétendent être des démocraties. Depuis plusieurs années, on est beaucoup d'acteurs au niveau du Congo à travailler sur l'applicabilité de la justice transitionnelle comme un système qui pourrait permettre de faire sortir le pays de son état de crise. Je vais rappeler rapidement, la justice transitionnelle, c'est un processus qui s'articule autour de 4 piliers: la recherche de la vérité, la justice pénale, les réparations et des réformes institutionnelles ou carrément d'ailleurs la mise en place d'un tout nouveau système. Hein. Et l'idée, c'est de combiner en fait ces 4 piliers pour faire en sorte que ce qui a produit la crise ne puisse plus se reproduire. Et le Rwanda a utilisé ce processus de justice transitionnelle, comme beaucoup d'autres pays d'ailleurs. La particularité de la justice transitionnelle, c'est que c'est un processus qui est tout à fait adaptable. Donc il y a cette adaptabilité qui fait que, en fonction des pays et des différentes crises, avec les différents éléments qui vont caractériser la crise, les pays vont pouvoir adapter leur application de la justice transitionnelle à l'environnement du territoire. Et donc, ce qui est frappant, c'est que dans les milieux académiques, dans les colloques de haut niveau sur la justice transitionnelle, on parle souvent de ce modèle rwandais de justice transitionnelle, de la façon dont le pouvoir rwandais aurait reconstruit le pays, aurait réconcilié les gens. Alors on sait que c'est une belle boîte d'illusions sur beaucoup d'aspects, mais ce qui est aussi beaucoup mis en avant, c'est la façon dont les procès se sont déroulés, notamment avec les gachacha. Et il y a vraiment une grande publicité qui est faite dessus. C'est systématiquement brandi comme un véritable modèle de réussite. À l'origine, les gachacha avaient été, d'abord ce sont des tribunaux traditionnels et tout, vous l'avez dit, mais on a eu recours à ce système pour désengorger les prisons et juger les 100 ou 150 000 personnes qui étaient suspectées d'avoir préparé au génocide. L'idée de base, c'était de rendre justice aux populations des collines en mettant face à face le bourreau
et sa victime. Mais très rapidement, on s'est aperçu que le système avait été récupéré par le régime à des fins politiques. Je donne beaucoup d'exemples dans le livre dans lesquels on voit par exemple un juge dans le tribunal Gacaca qui acquitte un Hutu et qui se fait taper dessus parce qu'il l'a fait. Donc, on voit que c'est un système qui a été instrumentalisé par le régime de Kigali pour régler des comptes aux Hutus et à ses opposants en politique. Parce que les jugements des Gacaca ont été utilisés parfois dans certains procès en Occident. Ce qui est tout à fait ridicule. Moi, j'étais très frappé, par exemple, lors d'un procès en Finlande, je crois, où on pose la question au procureur général du Rwanda, je crois Martin Ngoga, on lui demande, mais le monsieur qui est poursuivi, qui est en Finlande, bien entendu, le Rwanda, on lui dit, mais vous le poursuivez sur la base de quelles preuves? Des preuves émanant des Gacaca. Et la question que je pose dans le livre est celle de savoir, est-ce qu'on accepterait un témoignage émanant d'un tribunal comme d'une Gacaca pour juger un occidental? On ne l'accepterait jamais. Mais pour les Africains, on se permet certaines largesses. Et c'est aussi ce que je dénonce dans ce livre, qui est aussi, et je le dis dans l'introduction, une réponse au paternalisme intellectuel qui caractérise la plupart des chercheurs et journalistes occidentaux sur la question des Grands Lacs en particulier, mais aussi de l'Afrique en général. Ce livre aussi est une réponse par rapport à ça. Quand je parle de déconstruction, c'est la déconstruction que ces gens ont de leur regard vis-à-vis du continent et de son histoire. Et je dis aussi, le drame du Rwanda, le drame des Rwandais, c'est qu'ils ont intériorisé le narratif qui a été mis en place par Kagame et ses lobbyistes occidentaux. Donc les Rwandais sont devenus otages d'un narratif qui ne correspond pas à la réalité des faits qu'eux ont vécu dans les collines. C'est aussi ça le problème. Et quand vous prenez le cas de Gacaca, vous vous apercevez très vite que c'est vraiment une grosse bêtise. Mais le Gacaca sont cités dans des rapports, dans des articles scientifiques, comme étant de réussite d'un système de justice transitionnelle en Afrique. Mais c'est du n'importe quoi pour tout celui qui a suivi de près des procès des Gacaca, on le sait. Même les organisations, les ONG occidentales ont dénoncé les procès dans les Gacaca. Et pourtant, certains jugements en Occident ont été basés, des preuves ont été obtenues sur la base de ce qui avait été fait dans les Gacaca, ce qui est quand même assez ridicule et curieux pour des pays qui prétendent être des démocraties. C'est parfois difficile pour nous qui sommes militants, géopolitologues, journalistes, qui nous intéressons à la vérité des faits, des personnes qui ont comme objectif de rechercher la vérité parce qu'on veut rendre justice, qu'on veut reconstruire notre pays sur des bases saines. C'est difficile d'expliquer, de faire comprendre comment est-ce qu'un Paul Kagame a pu lancer le coup d'envoi du génocide d'un très grand nombre des siens, des Tutsis. Et on rappelle évidemment ici que ce coup d'envoi du génocide, c'est l'abattage de l'avion du président rwandais de l'époque, Habyarimana, un Hutu, et dans lequel il y avait également le président du Burundi, Ntaryamira. Sur la question du génocide, je me suis intéressé au cas des survivants. J'ai analysé les problèmes des survivants Hutus auxquels on dénie le droit de commémorer. Je me suis intéressé aux survivants Tutsis de l'intérieur parce qu'il faut toujours rappeler que les Tutsis qui ont été massacrés au Rwanda, c'était les Tutsis de l'intérieur, pas les Tutsis de la diaspora qui sont revenus et qui ont arraché des biens aux Tutsis, aux survivants Tutsis de l'intérieur et qui se sont servis du malheur de ceux qui étaient restés au Rwanda pour se donner une certaine crédibilité à l'international. Il faut toujours rappeler cela. Et je me suis intéressé aussi au cas des Rwandais issus d'unions mixtes qu'on appelle les Hutus. Et il faut toujours rappeler qu'au Rwanda, on désigne l'ethnie de l'enfant par rapport à l'ethnie du père. C'est-à-dire que les gens qu'on appelait Hutus étaient parfois des Hutus, ou des gens qu'on appelait Hutus et des Tutsis étaient simplement des Hutus dont le père était Tutsi. C'est très important. Alors pourquoi je donne ce détail-là? Parce que pendant la Deuxième République rwandaise, cette catégorie de la population constituait en réalité la grande majorité des Rwandais parce qu'il y avait beaucoup de mariages mixtes, d'unions mixtes. Alors pendant le génocide, on a parfois désigné comme Tutsi des gens qui étaient des Hutus. Et on a désigné comme Hutus des gens qui étaient des Hutus. Et c'est essentiel de comprendre ça parce qu'une fois que l'on comprend ça, ça nous permet d'avoir une distance par rapport à la présentation des faits relatifs aux victimes du génocide que l'on présente comme étant majoritairement Tutsis. Paul Kagame n'avait aucun scrupule en fait à faire assassiner des membres de son ethnie aussi, puisque son objectif, ce n'était pas du tout une question de protéger ou de libérer. Et donc, au vu du narrative mainstream qui oriente notre façon de raisonner, dans le cas des horreurs qui sont produites en 1994, dans la région des Grands Lacs africains, ça paraît
gros pour les gens. Mais c'est à cause de ça que les gens ont eu du mal à analyser froidement, à comprendre ce qui s'est véritablement passé au Rwanda et par la suite au Congo. Et d'ailleurs, moi, j'explique comment le Congo permet de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Mais on y reviendra. Dans le cas du génocide, il ne faut pas oublier que le génocide n'a jamais été une affaire ethnique. C'était un conflit politico-militaire. Vous avez des gens qui étaient au pouvoir, qui l'ont perdu en 1959, donc les Tutsis, après la révolution sociale des Hutus, et qui ont voulu reprendre, reconquérir ce pouvoir-là à plusieurs reprises dans les années 60, et ils ont échoué. Et ils sont revenus dans les années 90, ils ont réussi. Et vous avez donc dans ce contexte-là, d'un côté, les rebelles Tutsis qui sont arrivés et qui avaient des alliés parmi les Hutus, et qui avaient dans leur camp les Hutus, qui étaient en réalité les Hutus de service pour eux. Et vous avez du côté du régime du président Habyarimana, le régime qui était présenté comme Hutu, mais qui avait des soutiens Tutsis aussi. Et il faut aussi rappeler qu'au sein de l'armée rwandaise, les phares, il n'y avait pas que les Hutus, il y avait aussi les Tutsis. Donc, c'est une guerre civile sur fond de rivalité politico-militaire entre deux camps, ou entre plusieurs camps qui se sont positionnés autour de deux grands acteurs, avec d'un côté le FPR, donc la rébellion Tutsi du Front patriotique rwandais, et de l'autre, le pouvoir Hutu qui était en place. C'est ça qu'il faut comprendre. Et une fois que vous avez compris cette logique, l'analyse de la dynamique de la violence et des massacres devient beaucoup plus claire. Mais si vous restez dans une vision manichéenne, avec d'un côté les Tutsis et de l'autre les Hutus, dans une vision très ethniciste de la question, on ne comprend rien à la mécanique génocidaire en réalité. Sinon, comment expliquer que les premières victimes des extrémistes Hutus soient les Hutus de l'opposition? Comment expliquer que Kagame Tutsi ait sacrifié les Tutsis sur l'autel de ses ambitions personnelles? D'ailleurs, l'un des officiers, Abdul Rozibiza, dira que la plupart de ses camarades se sont enlevés la vie quand ils se sont aperçus que Kagame leur avait interdit de voler au secours des leurs qui se faisaient massacrer par des extrémistes Hutus et Tutsis. Et je rappelle que la milice Interamwe, qu'on a souvent présentée comme étant la milice responsable de tous les drames au Rwanda, il faut rappeler que le président de cette milice-là, qu'on a présenté comme étant une milice Hutu, essentiellement Hutu, était un Tutsi. Robert Kajuga, c'était un Tutsi, le président des Interamwe. Et même quand on analyse la question des Interamwe, il faut de la nuance. Je ressors un jugement dans une affaire au Canada dans laquelle la justice canadienne a eu à se pencher sur le cas d'un Tutsi qui était membre des Interamwe. Et il a été acquitté par la justice canadienne pour une raison très simple. Les juges disent que les Interamwe, à leur création, n'étaient pas un mouvement de violence. Le mouvement s'est radicalisé au fur et à mesure que la guerre civile s'est intensifiée à cause du FPR. Donc tout ça vous permet d'avoir une distance et de la nuance dans le traitement de la problématique rwandaise. Et donc quand on parle de la responsabilité de Kagame dans ce génocide, pour moi c'est une responsabilité qui est totalement engagée dans la mesure où Kagame savait très bien qu'en assassinant le président Habyarimana, il allait déclencher des massacres au Rwanda et il l'a fait. Non seulement il l'a fait, mais il a noyauté, et ça c'est important de le dire, des milices extrémistes pour commettre des crimes qu'il n'hésitait pas à rejeter sur ses adversaires. Cela ne veut pas dire que les extrémistes Hutus n'ont pas commis des crimes, ils ont perpétré des crimes abominables. Mais certains de ces crimes que l'on croyait être des crimes perpétrés par des extrémistes Hutus étaient en réalité commis par des extrémistes Tutsis qui avaient infiltré les extrémistes Hutus pour perpétrer ces crimes et accuser par la suite leurs adversaires de les avoir perpétrés et eux de se présenter comme étant ceux qui ont arrêté le génocide. C'est très cynique, mais c'est comme ça, c'était leur stratégie pour s'emparer du pouvoir. C'est la stratégie de guerre? J'ai appelé ça la stratégie du sacrifice utile. Stratégie du sacrifice? Utile pour eux. Il était utile de sacrifier cet outil-là pour arriver à leur fin. Ce combat qu'on mène, la raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, c'est parce que on sait que la mémoire, la vérité, finit toujours par remonter quelque part dans un lieu, par exemple. On sait que la justice va toujours crier à travers un enfant, à travers un descendant. Et donc ce livre, il est aussi d'utilité publique. Il est d'utilité publique, bien sûr, pour nous, Congolais, mais également pour les Rwandais. Pour les Rwandais, déjà parce qu'il y a une résistance rwandaise qui est fortement réprimée, qui est oppressée, même si elle est forte. Et c'est aussi pour ces Rwandais qui sont engloutis, finalement,
dans ce narratif mensonger qu'on leur impose. Parce que eux, c'est là-dessus qu'ils mettent tous leurs espoirs. C'est là-dessus qu'ils veulent reconstruire un Rwanda différent, un nouveau Rwanda. C'est vraiment important que ce livre soit lu, bien sûr, par des Congolais, mais aussi par des Rwandais Tutsis, par des Rwandais Hutsi, par des Rwandais Hutus. C'est important qu'il soit lu par tout le monde. Ce livre s'adresse à tout le monde d'abord, à tout celui qui veut comprendre les événements qui ensanglantent la région des Grands Lacs depuis près de 30 ans. Ça, c'est la première chose. Mais je dis d'ailleurs, je l'ai répété à plusieurs reprises, je dédie ce livre à 2 rescapés Tutsis. Kizito Mihigo, qui a été assassiné par le régime de Kigali, et Aimable Karasira, un rescapé du génocide qui est marginalisé par le régime de Paul Kagame. Donc ceux qui disent que Patrick Mbeki est un négationniste ne veulent quand même revoir la définition du mot négationnisme ou révisionnisme, puisque ce livre s'adresse particulièrement aux Africains et aux populations de la région des Grands Lacs. Parce qu'à partir du moment où vous intériorisez un narratif qui vous a été imposé de l'étranger par des gens qui ne partagent pas nécessairement vos propres intérêts, vous êtes dans le piège. Et c'est la raison pour laquelle le cycle de violence va toujours revenir dans cette région. Par ailleurs, quand je vous disais que le Congo permet de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda, pourquoi je le dis? Analysez la stratégie de Kagame au Congo, vous allez comprendre comment est-ce qu'il a fonctionné au Rwanda. L'exemple que je viens de vous donner du noyautage des extraits, parce qu'on dit que c'est Kagame qui a... L'histoire officielle veut que Kagame ait arrêté le génocide et puis il est allé au Congo pour poursuivre les soi-disant génocidaires Hutus. Mais on sait aujourd'hui que Kagame a utilisé les mêmes fameux génocidaires Hutus à l'est du Congo, entre guillemets, pour des stratégies politiques, militaires et économiques. Et il les a même utilisés parfois pour piller les ressources naturelles du Congo. Un des miliciens interamoués a même expliqué aux experts de l'ONU, il a dit à plusieurs reprises, il dit, mais nous, les troupes rwandaises ne sont pas au Congo pour nous combattre. Si vous avez de la chance, si vous avez un grand frère dans l'armée de Kagame, il pourra vous procurer des armes pour vous permettre d'exploiter les mines du Congo. Donc, ça vous permet de comprendre comment ils ont noyauté aussi au Rwanda les milices extrémistes pour commettre des crimes qu'ils n'hésitaient pas à rejeter sur leurs adversaires. C'est une stratégie politico-militaire qui est extrêmement cynique, mais qui peut se comprendre au regard des ambitions, des objectifs que s'était assigné Kagame lui-même. Des survivantes avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler à l'époque, quand je travaillais encore avec le docteur Mukwege, m'expliquaient comment est-ce que certaines milices qui les avaient prises en esclavage sexuel dans les forêts congolaises se présentaient comme Hutus, se présentaient comme Interahamwe. Mais qu'en définitive, quand vous arriviez dans leurs quartiers généraux, c'était en fait des Tutsis qui étaient à la tête de ces milices-là. C'est la raison pour laquelle je dis que le Congo est un miroir intéressant pour comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. L'instrumentalisation... L'objectif était le Congo. Exactement, mais on le voit très bien. Et ça me permet ici de faire de rectifier, je veux le faire après, mais de rectifier quelque chose que j'ai entendu lors d'une interview de la journaliste Colette Brackman au journaliste de Christian Lusakweno, lorsqu'on lui pose la question de savoir comment est-ce que les Rwandais Hutus se retrouvent à l'est du Congo. Colette Brackman explique que c'est à cause des Français qui ont poussé les Hutus à aller au Congo, etc. Malheureusement, Christian Lusakweno n'a pas pu la contredire parce qu'il avait peut-être qu'il n'avait pas des éléments à apporter pour contredire cette assertion. C'est une assertion qui est fausse. On sait aujourd'hui que Kagame avait poussé, et moi je l'explique dans mon premier livre, et même dans Stratégie du chaos, comment Kagame a poussé les soldats, les Rwandais ou tous les militaires, les miliciens, les populations civiles vers l'est du Congo. Ça a été fait sciemment. Et cela d'ailleurs a été décrié par le patron de l'opération turquoise à l'époque, le général Jean-Claude Lafourcade. Donc ce qu'a dit Colette Brackman est faux. Kagame les avait poussés là-bas. Et lorsque le Zaïre, c'est très important ce détail, le Zaïre de Mobutu a demandé à ce que ces réfugiés soient rapatriés au Rwanda, Kagame a refusé. Il y a eu 3 accords qui ont été signés. Kingo d'ailleurs avait demandé ça à l'époque. Exactement. Et d'ailleurs, on avait même rapatrié près de 20 000 réfugiés, puis les Américains sont intervenus pour dire au Zaïre d'arrêter ce rapatriement. Et c'est à cause de tout ça, prenant prétexte de cette présence-là, que Kagame va par la suite envahir le Zaïre. Donc c'est aussi important pour nos journalistes ici, je m'adresse à Christian Lusakweno, de quand même faire leur devoir de manière très rigoureuse, parce que Colette Brackman, je dois quand même le rappeler, est quand même une grande propagandiste du FPR. Hein. C'est quelqu'un qui a d'ailleurs été récompensé pour cela par Denis Polizi, étant proche de Kagame. Donc c'est quand même important de savoir ça. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a tout un chapitre sur ce que j'ai appelé
le complexe FPRO-intellectuel. C'est-à-dire que ces journalistes universitaires au service de la cause Tutsi, par extension de la cause de Kagame, je les nomme tous et j'explique comment ça fonctionne, comment ce réseau fonctionne et tout ce qu'ils ont fait en fait pour propager la bonne nouvelle de Kigali dans l'espace occidental. Et je reviens ici encore sur la problématique des Rwandais qui découvrent le génocide de 94 sur le tard. Par exemple, des personnes qui sont jeunes, qui ont grandi dans la diaspora, qui ont grandi hors du Rwanda et qui sont complètement engouffrés et n'orientent leurs recherches que depuis une seule perspective, depuis un seul prisme. Et beaucoup d'entre eux se donnent vraiment corps et âme au travail du Front patriotique rwandais, au parti de Paul Kagame, le FPR. Mais ça, c'est le problème pas seulement de ces Tutsis et même de beaucoup d'universitaires. Parce que les gens partent du principe qu'il y a eu un génocide au Rwanda contre les Tutsis. Ils analysent toute la problématique en fonction de cette assertion. Personne n'essaie de comprendre ce qui s'est passé. On essaie de comprendre ce qui est arrivé aux Tutsis. Je ne sais pas si vous voyez la nuance qui se pose. Et moi, j'ai eu une discussion avec l'un des co-auteurs du rapport de Human Rights dont on a parlé au début de Human Rights Watch. Oui, c'est le professeur Timothy Langban, qui est un homme qui, je crois, est un homme sérieux et honnête. Mais lorsque je lui pose la question de savoir, mais votre approche de la problématique, vous ne la trouvez pas un peu problématique d'une certaine manière? Donc, l'approche de l'histoire officielle. Il me dit non, parce que nous, quand nous sommes allés là-bas pour enquêter sur le génocide. Ils ne sont pas allés enquêter sur les événements survenus au Rwanda. Ils sont allés enquêter sur le génocide, sous-entendant qu'il s'agit des crimes perpétrés contre les Tutsis, un peu comme le juge Goldstone l'avait fait au TPIR. Cette approche-là, il y a un biais. Ça veut dire qu'ils excluent complètement une vraie forme d'enquête. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez le rapport de la Human Rights Watch et FIDH, quand vous lisez le rapport, sur 1000 pages, les crimes, le chapitre qui traite des crimes perpétrés par Kagame, c'est 30 pages. Sur 1000 pages. Et dans les 30 pages, on s'appuie davantage sur les conclusions du rapport Gersony, qui, lui, avait établi que les hommes de Kagame avaient massacré près de 30 000 Hutus en 3 mois dans le sud-ouest du Rwanda. Et d'ailleurs, fait pour le moins surprenant, le titre de ce chapitre qui traite les crimes de Kagame, vous savez comment ça s'appelle, ce chapitre? Arrêter le génocide. Donc on parle du principe que c'est les hommes de Kagame qui ont arrêté le génocide. Qui se défendent. Et qui ont perpétré de temps en temps des crimes par revanche. C'est beaucoup plus ça le sous-entendu. Du coup, quand on lit un tel rapport, on part du principe que les hommes de Kagame étaient de bonne foi. Et que même émotionnellement, ils se sont vengés, mais personne ne va plaindre les victimes. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'essaie de déconstruire. Et d'ailleurs, l'auteur principal du rapport, l'historienne américaine Alison DeForge, qui est aujourd'hui décédée, a été rabrouée par la justice canadienne dans un procès impliquant un Hutu canadien, Léo Mugesera, qui était cité dans ce rapport-là pour son implication présumée dans le génocide. Et les juges canadiens de la Cour d'appel fédérale sont d'une extrême sévérité à l'égard non seulement de Mme Desforges, mais aussi de tous les membres d'ONG qui avaient produit le premier rapport sur le génocide de Rwanda en 1993. Les juges parlent d'un parti pris évident, d'un rapport bancal et biaisé qui ne peut être accepté par aucune juridiction normalement constituée. Et ils qualifient l'historienne américaine non pas d'historienne rigoureuse, mais de militante. Donc, on comprend un peu le mécanisme de manipulation qui a permis d'asseoir le narratif officiel du génocide dans les cœurs et les esprits. Tout le monde est impliqué. Tout le monde est impliqué. Et donc, lorsque les chercheurs vont travailler sur le Rwanda, ils vont avec cette prémisse-là qu'il y a eu un génocide, et c'est ce qu'ils essaient de comprendre. Moi, dans mon travail, j'essaie de comprendre les événements, pas le génocide. C'était en 2014, j'interviewais à Kigali un proche du FPR, un Rwandais qui est au service du FPR et qui me disait « Est-ce que vous avez été voir mes vaches dans le Massissi ?» Donc le Massissi, c'est dans la province du Nord Kivu, qui est à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un endroit où il y a énormément de carrés miniers, il y a un gros potentiel minier là-bas. Aujourd'hui, il y a aussi cette réalité qu'au Rwanda, dans les écoles, dans les églises, il y a cette idée de plus en plus répandue qui dit que cette partie-là du Congo, comme d'autres parties d'ailleurs,
et évidemment ce sont toujours des partis qui sont très 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 riches, ultra riches en ressources minières, ont appartenu à certaines populations qui composent aujourd'hui le Rwanda. Et que c'est l'histoire qui a fait qu'ils deviennent minoritaires sur ces terres-là, alors que la façon dont ils présentent les choses, c'est que c'était chez eux. Et donc que ce sont des territoires qu'ils vont devoir récupérer légitimement à un moment donné. C'est une narrative qui est servie aujourd'hui au Rwanda. Alors pour nous, Congolais, c'est clair qu'ils décrivent des faits comme ça parce qu'ils veulent justifier en fait la balkanisation qu'ils tentent d'opérer depuis des années et depuis des siècles en réalité. Mais on est beaucoup de personnes évidemment à dénoncer ça. Il y a des personnes comme toi qui analysent, qui fouillent dans l'histoire, donc ils ne peuvent pas le dire de façon vraiment flagrante. Mais en réalité, pour accéder aux terres, aux minerais, il faut rappeler que l'objectif, c'est aussi la balkanisation du Congo pour le pouvoir rwandais actuel. Déjà, quand les Congolais parlent de la balkanisation, il y a des gens en Occident qui disent qu'ils délirent, qui pensent que les Congolais délirent. Il y a beaucoup d'universitaires et de chercheurs occidentaux, des journalistes, qui pensent comprendre les réalités africaines mieux que les Africains eux-mêmes. Et c'est une chose que je dénonce dans ce livre aussi. Dans le cas de la RDC, avec cette histoire de balkanisation, elle est soutenue par des éléments. Et c'est tout un chapitre du livre. C'est d'ailleurs l'un des chapitres les plus longs du livre où j'explique la genèse de la guerre, comment on arrive à toutes ces stratégies pour pouvoir démembrer le Congo. C'est le point de vue de l'esprit chez les Congolais. C'est une réalité. Je vous renvoie, je le dis dans le livre, à Steve Age, qui était le responsable du groupe d'experts des Nations Unies au Congo. Il a fait une intervention devant le Congrès américain, dans laquelle il dit, pour comprendre tout ce qui se passe au Congo, le 1-23, la stratégie du Rwanda et de l'Ouganda, il faut garder à l'esprit que le Rwanda veut édifier à l'est du Congo un État fédéral. Il le dit très clairement. Et cette affirmation provient de qui? Des membres des services de renseignement rwandais et ougandais qui se sont confiés à M. Edge. Et je découvre aussi un article de Wall Street Journal de 1999, janvier 1999. Là, c'est pendant la Deuxième Guerre du Congo. Dans cet article, le journaliste américain qui avait accompagné Bill Clinton au Rwanda en 1998 dit quoi? Il explique d'abord qu'au Rwanda, il y a des gens qui veulent rebâtir le Rwanda précolonial qui engloberait, selon eux, une partie de l'Est congolais. Et que Bill Clinton ne trouve pas de problème à acquiescer à cela. Et le journaliste conclut ses propos en disant, c'est sûr que Bill Clinton, en acceptant d'accompagner le Rwanda dans sa stratégie, ne réalise peut-être pas que derrière tout ça, il y a une véritable volonté de s'emparer d'une partie du Congo. C'est pour dire que cette histoire de balkanisation ou de démembrement du Congo n'est pas une vue de l'esprit. Dans la stratégie du chaos, on donne beaucoup de détails là-dessus. Comment est-ce qu'on a noyauté l'armée congolaise, comment est-ce qu'on a noyauté les institutions civiles et militaires, et comment est-ce que dans l'est du pays, des groupes comme le CNDP, donc de Laurent Nkunda, qui est rwandais, qui vit aujourd'hui à Kigali, avait réussi à installer ces hommes liges un peu partout dans les institutions. Et pire encore, dans la dernière interview que Kagame a accordée à France 24, je ne sais pas si les gens l'ont suivi, mais il dit qu'il y a 100 000 réfugiés congolais au Rwanda qui ont été marginalisés par les Congolais. Mais ces réfugiés congolais, c'est qui? C'est des Tutsis, soi-disant Tutsis congolais. Ça veut dire que dans la stratégie de Kigali, ces gens doivent tôt ou tard revenir chez eux, au Congo. Et Kagame dit qu'il est prêt à faire la guerre pour ces gens-là. Mais s'ils sont des Congolais, que vient faire Kigali dans une affaire qui concerne les Congolais, congolo-congolaises? Que vient faire le Rwanda dans une affaire qui est censée être une affaire interne aux Congolais, à la RDC? Pourquoi le 1-23, qui prétend être un mouvement congolais, se bat-il pour remettre en question les frontières héritées de la colonisation pour le compte d'un pays étranger, en l'occurrence le Rwanda? Tout ça ne tient pas. Mais lorsqu'on explique ça, il y a des chercheurs qui ne comprennent rien aux problèmes des Afriques, qui viennent, qui s'improvisent spécialistes de l'Afrique, qui viennent vous expliquer que les Congolais développent des théories de complot. Les Congolais comprennent mieux ce qui leur arrive que ceux qui prétendent connaître leurs problèmes. Il ne faut pas avoir honte de dire et de dénoncer ces velléités rwandaises à l'est du Congo. Et moi, je l'explique dans le livre. S'il y a des gens qui pensent que c'est une théorie de complot, je suis ouvert au débat. En tant que militante et au vu des médias que je choisis volontairement pour faire mes interviews, pour faire mes reportages, c'est important de dire que c'est difficile de faire comprendre aux gens, aux Africains, à quel point le peuple congolais est en fait
tiraillé entre trois organes oppresseurs. Parce qu'il y a bien entendu ces grandes puissances et leurs multinationales, les États-Unis en tête, Canada, France, Israël, Royaume-Uni, des puissances qu'on le sait, on peut appeler sans complexe des puissances coloniales. Ce sont des puissances qui organisent tout le chaos qu'il y a aujourd'hui, notamment en République démocratique du Congo, pour mieux faire des milliards de profits avec nos minerais sur le sol congolais. On sait qu'ensuite, il y a les régimes sanguinaires des pays voisins, comme le Rwanda et l'Ouganda, qui sont au service de Washington et qui reçoivent des financements de ces pays-là. Mais le peuple congolais doit aussi se protéger, se battre contre le pouvoir congolais actuel, un pouvoir complice, qui non seulement se fait beaucoup d'argent avec l'exploitation illicite des minerais, en collaborant avec les bourreaux de notre population, mais qui est également au service de Washington. Et ce qui rend de surcroît la situation encore plus facile pour ces puissances, c'est que pour ce qui concerne ce pouvoir-ci, ils ne maîtrisent pas réellement les enjeux géopolitiques, géostratégiques. Parce que le pouvoir précédent de Joseph Kabila, lui, il comprenait clairement, c'était quelque chose d'assumé dans toutes les sphères internes, qu'il jouait le jeu du Rwanda et ça ne lui posait pas de problème. Mais si Paul Kagame et Félix Tshisekedi sont tous les deux aux ordres de Washington, ils défendent en réalité la même cause, ce capitalisme qui produit le génocide congolais, le génocide. Et donc, même si le pouvoir utilise des discours populistes, en fustigeant Paul Kagame, en disant qu'ils œuvrent pour arrêter le génocide, alors même qu'ils nomment en même temps des seigneurs de guerre qui sont responsables d'un nombre incalculable de victimes de ce génocide. Ils les nomment évidemment à des très hauts postes. Ils ont utilisé les éléments de langage qui ont servi à amadouer la population pendant les dernières élections présidentielles, mais on sait que les personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont propriétaires de carrés miniers, de sites gaziers, etc. Et donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que le peuple congolais, comme entité, on a un très gros travail de réveil à faire, et avec personne d'autre que nous-mêmes pour nous lever. Dans mon livre, il y a un sous-chapitre qui s'appelle « Complicité congolaise », justement, dans lequel j'explique la complicité des différents régimes congolais dans les événements qui surviennent aujourd'hui à l'est de la RDC. Donc, j'inviterai les gens à lire le livre pour plus de détails. Il y a une chose qui est sûre, qui est certaine, c'est que les Congolais, moi je le dis toujours, je le dis haut et fort, les Congolais ont une responsabilité aussi dans ce qui arrive dans leur pays. La classe politique congolaise, les régimes en place successifs, ont fait le jeu du Rwanda d'une certaine manière, et on en paye le prix aujourd'hui. Je rappelle que lorsque Félix Tshisekedi est arrivé, il s'était rapproché du Rwanda, tout le monde le sait, et il avait même permis aux soldats rwandais d'être présents dans l'Est congolais de manière clandestine. Et lorsque les experts des Nations Unies ont révélé cela, posant la question aux autorités congolaises à ce propos, celles-ci n'ont pas donné une réponse fiable. Et je rappelle d'ailleurs que c'est moi qui ai révélé pour la première fois la présence des soldats rwandais à l'est du Congo lorsque Félix est arrivé au pouvoir. Donc j'étais au courant parce que j'avais été informé justement par des sources rwandaises et j'avais passé l'information, mais on n'avait pas écouté. En gros, c'est vraiment pour dire que les Congolais ont une responsabilité, les responsables politiques congolais ont une responsabilité. Et d'ailleurs, le système de contrebande, d'exploitation illicite de ressources naturelles profite aussi bien aux Rwandais, aux Ougandais qu'à des gens en RDC même. Moi, j'essaie de décrire le système. Donc, le système congolais, les responsabilités des uns des autres dans ce qui arrive aujourd'hui. En tout cas, on ne peut pas comprendre la situation du Kivu si on n'interroge pas la responsabilité des Congolais, le rôle des Congolais dans ce qui se passe dans cette région. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer. Tout en gardant quand même le curseur sur le rôle du Rwanda, vu que le livre portait essentiellement sur le Rwanda. Patrick, certains disent qu'il faut arrêter de pointer les responsabilités des acteurs qui sont au pouvoir aujourd'hui au Congo. Ils disent qu'il faut d'abord commencer par pointer du doigt le Rwanda et qu'après on parlera de ce qui se passe en interne. Et c'est une hypocrisie incroyable. Et je veux prendre l'exemple du Bénin. Le Bénin, avec la politique de soumission de Patrice Talon à la France et à d'autres puissances occidentales, c'est son choix personnel de gouvernance. Ce n'est pas le choix des Béninois qui doivent subir que la France ait des bases arrières militaires à la frontière. Et de la même façon, la population congolaise ne peut pas être tenue pour responsable et associée aux actes du pouvoir congolais d'aujourd'hui. Un pouvoir qui est à la solde des impérialistes qui organisent le chaos au Congo. Cette façon-là
de nous dire qu'on ne peut pas pointer du doigt le pouvoir congolais. C'est une très mauvaise stratégie si on cherche de vraies solutions. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une manière de se déresponsabiliser. Moi, je pense que si un voleur rentre chez vous tout le temps, vous vole ce que vous avez de très précieux, vous devez vous poser la question de savoir qui lui permet de rentrer chez vous. Si vous fermez la porte à clé et que le monsieur voleur se retrouve quand même à vous piquer vos affaires les plus importantes, vous devez vous poser la question de savoir qui sont les complices ou qui est le complice qui permet à ce voleur-là de profiter de vous. Vous ne pouvez pas, ça je le répéterai jamais assez. Je ne peux pas reprocher à un voleur de me voler. Mais je peux me reprocher de n'avoir pas pris des dispositions pour ne pas être volé. Et dans le cas de la RDC, nous faisons d'une certaine manière le jeu de ceux qui nous déstabilisent, nous pillent et veulent démembrer notre pays. Il y a des responsabilités à Kinshasa. Il ne faut pas passer cela, cacher cela au prétexte que nous sommes agressés. Ce serait faire preuve des responsabilités. Nous devons nous responsabiliser avant d'exister. Le Rwanda est dans son rôle, en fait. En gros, pour moi, Kagame est dans son rôle. Piller, tuer, vouloir prendre une partie du Congo, c'est ce qu'il veut, il est dans son rôle. Il appartient aux Congolais de lui refuser ça, de créer les conditions gagnantes pour la RDC, en mettant en place une armée digne de son nom et non en tribalisant l'armée, en créant les conditions qui vont permettre au Congo de résister à tous ces assauts-là qui ne visent qu'une seule chose, son démembrement, le contrôle d'une partie de ses richesses. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec le discours voulant qu'il faille concentrer les efforts sur le Rwanda et ignorer royalement la responsabilité, le rôle des Congolais dans ce qui arrive à leur pays. C'est très dangereux comme approche. Les choix de Félix Tshisekedi de l'actuel gouvernement, pour moi, j'analyse ça pas par rapport aux nominations, mais j'analyse le système. Pour comprendre certaines décisions, il faut comprendre le système. Bemba a voulu prendre des décisions qui lui ont été refusées par certains généraux qui bénéficiaient du soutien du président Tshisekedi. Donc, ça vous donne une idée de ce qu'est le système en place. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a une certaine méfiance entre eux? Peut-être, et on connaît la classe politique congolaise. La classe politique congolaise, elle est très toxique. Les gens se tapent dessus entre eux, se font du mal entre eux pour X ou Y raison. Dans tout ça, ce n'est pas le bien-être de la population ou les intérêts du pays qui comptent. C'est toujours le bien-être et les intérêts de quelques-uns. Donc voilà. Patrick, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. J'ai une dernière question. On se rappelle tous de ces images du président sénégalais Diomaye Faye qui était toute dans le dehors avec Paul Kagame en train de regarder un match de basket à Kigali. C'était il y a quelques mois. Et ça a choqué beaucoup de Congolais. Des Congolais qui ont soutenu pourtant grandement la volonté populaire des Sénégalais qui avaient voté massivement pour la rupture. Bon, une rupture d'ailleurs qui reste très symbolique dans les faits, mais c'est un autre sujet. On a un gros travail à faire et on nous reproche ça. On nous dit, vous les Congolais, vous nous demandez de ne pas serrer la main à Kagame, de ne pas travailler avec lui, mais votre propre gouvernement ne sait pas faire les choses. Mais à partir du moment où on sait qu'un génocide se produit en République démocratique du Congo, à partir du moment où on sait que le pouvoir congolais est complice, comment est-ce que ces Africains peuvent utiliser cet argument-là? Nous, Congolais, on n'est pas Félix Tshisekedi. On subit Félix Tshisekedi. Donc cet argument qui revient tout le temps, qui dit que entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Je crois qu'il faut admettre qu'il y a une grande malhonnêteté intellectuelle là derrière. Parce que d'un côté, quand il y a les élections, tous ces partis battent campagne. Ils s'émeuvent. Ils se lèvent au nom de l'humanisme qui est censé nous habiter, mais de l'autre, tout le monde trouve ça tout à fait normal, au nom de ces fameux intérêts qui sont au-dessus de tout, qu'on puisse recevoir avec un tapis rouge un génocidaire comme Paul Kagame, qui a déjà fait massacrer plus de 10 millions de personnes au Congo, grâce au travail des milices qui l'organisent. Avec les moyens donnés par les puissances, oui, mais que lui-même organise quand même. Et on nous dit que c'est notre gouvernement, un gouvernement qu'on sait qui est complice, qui doit d'abord agir. Alors on peut bien se demander si Diomaye Faye et d'autres présidents sont au courant de ce qui se passe au Congo, de qui sont les protagonistes, etc. Mais c'est quand même assez incroyable que la pire crise du continent, pire que ce qui a été vécu durant la Deuxième Guerre dite mondiale, une crise qui a des répercussions partout sur le continent. Vous occupez de si hautes fonctions dans un pays africain, mais vous n'êtes pas au courant
de ce qui se produit en République démocratique du Congo. Comment est-ce que toi tu réagis quand tu vois ça? Est-ce que tu te dis, mais c'est à nous, de la société civile, qui ne pouvons pas compter sur nos autorités? Est-ce que c'est à nous de faire un travail communicationnel, diplomatique, plus grand, de faire du lobbying? Je crois que oui, en partie. Mais il y a une chose aussi qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est la puissance du narratif officiel. Et ça, moi, je me suis rendu compte de ça en discutant même avec des gens vraiment de très bonne foi, pour qui Kagame n'était pas le méchant qu'on présente, ou même s'il était le méchant, mais c'est aussi pour des raisons qui peuvent être compréhensibles. Et à cela s'ajoute aussi l'ignorance. Le fait que, et vous l'avez dit, Joe Faye, est-ce qu'il comprend ce qui se passe dans la région? Je rappelle quand même que l'Afrique de l'Ouest est le coin du continent où on joue où Kagame est perçu comme un héros. Les gens ont une compréhension assez limitée des enjeux qui se déroulent dans la région des Grands Lacs et particulièrement au Rwanda ou même en RDC. Donc tout ça peut expliquer la posture du président Joe Faye, qui, faut-il aussi le rappeler, des plus militants, il est chef d'État. Et ça, quand on est chef d'État, il y a des réalités qui rentrent en ligne de compte, qui peuvent paraître un peu problématiques pour les militants, ou même pour certains observateurs qui veulent voir un changement. Est-ce qu'il avait été informé de ce qui est vraiment Kagame? Je ne le sais pas, mais je ne le crois pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand ils disent aux Congolais, oui, mais c'est votre président, ils n'ont pas nécessairement tort. Pourquoi? Parce que déjà, à partir du moment où on ne comprend pas, on se dit, mais pourquoi le gouvernement du Congo ne fait pas ça? Parce qu'il est complice. Mais c'est vous qui savez. Ce n'est pas eux. C'est toute la différence. Oui, mais c'est ce que je dis, c'est que la nécessité c'est une crise tellement grande qu'aujourd'hui, l'ignorer quand on est chef d'État africain, ça démontre vraiment de la légèreté. Non, mais attention, Maud. Vous savez, quand j'ai travaillé sur la Libye, le travail sur la Libye de Kadhafi m'a permis de comprendre que la plupart tu ne sais pas tous les chefs d'État qui sont très bien renseignés. Et je peux même vous dire, même aux États-Unis, il y a des gens qui parlent du génocide, qui défendent Kagame sur la base du narratif officiel qui est faux et qui pensent que c'est de la vérité. Quand vous voyez certains travaux académiques sur le Rwanda, vous vous dites, mais c'est parce que, et c'est justement la raison pour laquelle j'ai écrit ce bouquin. Parce que je me suis rendu compte que le mal était beaucoup plus profond qu'on l'imagine. Le monde scientifique est gangréné. Mais dans les sciences sociales, c'est comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que l'histoire a toujours été une question de rapport de force. Ah oui, il ne faut jamais l'oublier. Au lendemain de la Deuxième Guerre dite mondiale, quand on avait fait des sondages en Europe, en France, un peu partout, quand on demandait aux Européens qui sont les forces qui ont libéré l'Europe, les gens disaient l'Union soviétique. 20 ans, 30 ans plus tard, on dit que ce sont les Américains. Les Américains. Hollywood est passé par là, l'endoctrinement est passé par là, et puis c'est ça. Et il y a un manque de rigueur intellectuelle criant, y compris dans le monde scientifique. Oui, mais parce que le monde scientifique évolue dans un contexte social, dans un écosystème. La connaissance n'est pas le fruit simplement des gens rigoureux, impartiaux. Non, ce sont des gens qui ont des biais, qui ont des positionnements, qui ont des positions idéologiques et qui produisent leurs travaux sur la base de ces idéologies-là. Et c'est pour ça que moi, dans ce bouquin, je me suis beaucoup attardé sur le rôle des Occidentaux. J'ai fustigé cette propension à regarder l'histoire de l'Afrique de manière caricaturale et j'ai remis en question un certain nombre de présupposés sur les événements qui se déroulent dans le Grand Lac à cause de tout ça. Parce que j'ai vite compris que ça a un impact insoupçonné sur les cœurs et les esprits. Il ne faut jamais sous-estimer ça. Alors, il y a des gens qui ont... Vous savez, moi, ça a pris combien de temps pour que les gens comprennent qui était Kagame? Plus de 10 ans qu'on explique que Kagame n'est pas celui que vous pensez être. Vous croyez qu'il est... Alors, les gens nous disaient, vous exagérez, Kagame a tenu tête à la France. On a toujours une compréhension parfois très bancale des enjeux, très caricaturale, mais ça a pris du temps. Et donc, il faut que les Congolais fassent ce travail-là, et c'est important d'informer, d'expliquer aux gens ce qui se passe véritablement dans la région. Vous voyez le Rwanda, que lorsque le documentaire Rwanda Classified est sorti, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réagi à travers leur réseau européen. Vous avez un groupe universitaire du Clerc et même d'Africains, parce qu'il y a Boubacar Boris Diop de RFI, qui est pro-Kagame, qui a écrit un article dans Jeune Afrique et dans le journal dans le magazine Le Point, pour contrer
l'enquête de Rwanda l'enquête de Rwanda Classified. Vous avez des magazines comme Jeune Afrique qui sont lus par beaucoup d'Africains, mais qui sont pro-Kagame, qui sont financés en partie par le Rwanda. Donc, c'est une guerre qui est permanente et perpétuelle. Donc, quand vous prenez des dispositions pour contrer le narratif officiel, mais les tenants du discours officiel ou de récit officiel se battent, eux, pour maintenir l'hégémonie de ce récit dans les esprits. Et c'est ça qui fait que, voilà, c'est parfois difficile, mais il faut continuer à faire ce travail-là. Bien entendu, du côté congolais, moi, je ne pense même pas aujourd'hui, je vous dis très sincèrement, que Félix Tshisekedi est complice. Je parle de complicité explicite. Quand vous ne maîtrisez pas les enjeux, vous devenez, à votre corps défendant, l'allié objectif de celui-même que vous prétendez combattre. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cas de la RDC. Le fait de ne pas saisir la dimension historico-politique et géopolitique des enjeux fait qu'on pose des gestes qui vont en l'encontre des intérêts de la RDC. On n'est pas capable de prendre des dispositions, des décisions qui s'imposent pour renverser le rapport de force. C'est ça le problème. Je vous donne un exemple simple. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC avait rencontré son homologue rwandais, M. Buruta, qui a été remplacé par Olivier Nduhungirehe. C'était en préparation d'une rencontre entre Kagame et M. Félix Tshisekedi. Mais quand vous lisez le protocole d'entente qui a été signé, la RDC reconnaît qu'elle va combattre les FDLR et tout ça. Quand vous lisez ce document, vous avez l'impression que c'est le Rwanda qui est menacé d'agression, c'est le Congo qui menace, qui est le pays agresseur. C'est l'impression qui ressort de ce document, à la lecture de ce document. Pourquoi? Simplement parce que nous ne comprenons rien. Le narratif sur la dangerosité de FDLR peut être renversé. Vous me donnez ce dossier-là, je le termine en moins d'1 heure. Vous m'appelez tous les grands experts occidentaux, je le dis sans aucune prétention. Tous les grands experts occidentaux, rwandais, tout ce que vous voulez sur la question de FDLR ou de la menace génocidaire à l'est du Congo, je les termine. Parce qu'on a de la documentation qui n'émane pas des Congolais, mais des Nations Unies et de plusieurs autres sources, y compris des sources occidentales. Il suffit de bien les exploiter. Parfois, l'information existe, il faut savoir la chercher, il faut savoir la traiter pour en faire un renseignement que peuvent par la suite utiliser des services de sécurité congolais pour conseiller les autorités. Mais lorsqu'on n'est pas capable de faire ce travail, parce qu'on a des gens qui ne sont pas des professionnels et qui ne sont pas rigoureux, ça donne ce que nous avons. Donc on n'a pas besoin d'une certaine complicité à la tête du pays. On a juste besoin de quelques ignorants, des gens qui ne maîtrisent pas les enjeux, pour faire du Congo aujourd'hui l'allié objectif de ce Rwanda qui l'agresse de manière permanente. Un président ne maîtrise pas tout. Il lui suffit au moins de mettre en place, de nommer des gens qui ont des compétences pour faire ce travail-là. Mais même ça, on ne le fait pas. On met des gens qui ne comprennent rien à ce sujet. Regardez ce qu'a été la diplomatie congolaise sous le Tundula. Ça laisse à désirer. Mais on ne peut pas faire le procès à le Tundula tout en épargnant Félix Tshisekedi qui l'a nommé là et qui a vu quand même que la diplomatie est bancale. Ou un Félix Tshisekedi qui lui-même prend des décisions qui vont à l'encontre de parfois ce qu'il dit, qui tient des propos parfois qui sont problématiques pour un chef d'État. J'ai suivi l'interview de Kagame, on voit bien qu'il ment. Mais qui à Kinshasa est monté au créneau pour relever les contradictions de Kagame et pour l'acculer devant l'opinion publique mondiale ou devant la communauté dite internationale? Personne. On est porté à faire autre chose. On est distrait par des choses inutiles, par un pasteur qui perd son épouse. Mais les questions de l'État, elles, sont traitées de manière très légère et c'est très triste. Patrick Mbeko, merci pour tout. Merci infiniment pour ton travail qui nous permet depuis toutes ces années d'aller en profondeur dans les faits. Il faut continuer ce travail de mémoire, ce travail de recherche de la vérité. Ça nous permettra de reconstruire notre nation demain. Et il faut que les Africains n'oublient pas que de la stabilité du Congo dépend la stabilité des autres pays du continent. Je vous invite toutes et tous à vous procurer très rapidement cet ouvrage, Rwanda, Malheur aux vaincus, de Patrick Mbeko, qui est publié aux éditions du Boiris. Merci Patrick, merci pour cet ouvrage. Mais je vous remercie pour l'invitation et puis pour cet entretien.